Oui, je m'appelle Lewis Yola. Je suis expert en aval pétrolier et négociation de contrats pétroliers. Je suis membre du consortium SENPAV, mais aussi militant de la Lucha. Bon, ici, nous sommes en train de reprocher au ministre d'abord une certaine complaisance dans l'analyse des informations des entreprises qui ont été sélectionnées. Je prendrai les cas peut-être d'une entreprise, Alpha Diri Energy. C'est une entreprise qui a été sélectionnée pour le bloc Luanjofu. Mais lorsque vous essayez un peu de regarder les compétences techniques exigées pour qu'une entreprise soit sélectionnée, vous allez vous rendre compte que Alpha Diri n'a pas cette expérience. Ce ne sont pas des choses que je suis en train d'inventer ici. Allez-y vérifier dans son site web, le site web de Alpha Diri. Il vient de créer ça, même pas 2 mois. Il le dit clairement dans son propos que ses activités ne sont qu'en République démocratique du Congo. Or, à ce jour, Alpha Diri n'a même pas commencé une seule activité en République démocratique du Congo. Face à cette attitude, nous disons il y a beaucoup d'énormes risques pour le bon déroulement du processus d'attribution de blocs pétroliers et gaziers. Ouais, c'est bien clair. On a une jurisprudence. Nous avons le cas des Dig Oil. On connaît tous ce que ça a donné, ce que ça fait perdre à la République démocratique du Congo. Il y a eu des situations où des entreprises qui ont bénéficié des droits d'exploitation de pétrole dans certains blocs pétroliers, notamment le bloc 1 et D. Et par après, ces processus étant flous, la République démocratique du Congo s'est rendu compte que ces entreprises-là n'avaient pas des compétences techniques avérées. La République a voulu retirer les titres. Étant donné que le titre a été déjà attribué, ça a créé un peu de litige. Et on a connu ce qu'on a connu, ça a poussé à la République démocratique du Congo à être au point de payer plus de 800 millions de 850 millions de dollars. Ce sont d'énormes sommes. Et ce genre de situation, on ne veut pas que ça puisse se retourner parce qu'aujourd'hui, si on sélectionne des entreprises qui ne seront pas à mesure d'exploiter le pétrole, à un certain moment, la République risquerait de récupérer les titres. Et lorsque la République serait tentée de retirer les titres, la République risque de se retrouver dans des situations de payer des dommages-intérêts. Ce sont ces dommages-intérêts que nous sommes en train de craindre si ça arrive, parce qu'on risque d'arriver dans des situations où la République risquera encore de payer de sommes qui peuvent avoisiner 1 milliard de dollars. Donc ça sera énorme au budget de l'État et nous sommes en train de prévenir cela en tout cas. Ouais, par rapport à la question de Perencorep, je prendrai un tout petit peu de temps pour essayer d'être aussi pédagogique. Perencorep, aujourd'hui, hérite d'un contrat qui date de très longtemps, un contrat qui a été signé en 1969. Et ces contrats-là étaient signés sur base de principes de concession, c'est-à-dire on donnait aux entreprises les concessions, ils exploitent et l'État ne s'est contenté que de revenus fiscaux. Maintenant, à un certain moment, les choses ont évolué. En 2015, il y a eu promulgation de la loi liée de la loi sur les hydrocarbures. Dans ce loi, on a essayé d'abroger les systèmes contractuels des concessions. Et on a reconnu que des systèmes contractuels, les systèmes de partage des productions et subsidiairement les systèmes contractuels des services. Et dans ces systèmes contractuels reconnus dans l'actuel code des hydrocarbures, on a aussi noté dans l'article 181 de la loi, on a essayé un peu de mettre une clause qui disait que pour les entreprises qui ont les contrats en cours de validité, il n'y aura pas modification. Mais lorsqu'ils essaieront de renouveler, il faudrait qu'ils se conforment à l'actuelle législation qui était le code des hydrocarbures. C'était en 2015. On arrive en 2017, Perencorep renouvelle. En principe, il devait renouveler son contrat offshore, c'est-à-dire par voie d'avenant, le 8e. Il voulait le renouveler. Et lorsque nous sommes arrivés en 2017, Perencorep essaie un peu de faire une demande pour renouveler son contrat. Il y a eu un débat. Et à l'époque, je me rappelle, le fait ministre Emengoï avait saisi la Cour suprême pour raison d'interprétation, parce qu'à un certain moment, il y a eu une cacophonie entre le règlement des hydrocarbures et les codes des hydrocarbures. Il y a eu un problème d'interprétation des articles. Le ministre Emengoï, à l'époque, il avait saisi la Cour suprême qui avait rendu son arrêt en disant qu'on devrait donner une préséance à l'interprétation, en fait, on devrait donner une préséance à l'article 361 du règlement
des hydrocarbures qui donnait une petite marge de manœuvre à Perenco-Rep de maintenir son système contractuel de 1969. Or, nous, lorsqu'on a essayé d'approfondir des analyses, on a associé même des juristes, on s'est dit que non, dans la hiérarchisation des textes, une loi a plus d'importance qu'un décret. Et ce qui a été un peu contesté, les contrats, et à la fin de compte, l'AVENA a été signé par Perenco-Rep en 2017. Et lorsque nous sommes arrivés en 2021, d'abord le président Fachi a eu le pouvoir en 2019, nous avons développé un espoir parce qu'on s'était dit c'était le temps que les choses puissent changer. À tout ce qui s'était passé avec le régime passé par rapport au secteur pétrolier lié aux activités que Perenco mène, on s'est dit les choses devraient changer. Maintenant, en 2021, on a compris que non, le système s'est pérennisé. Il y a eu signature du 9e AVENA à ce qui concerne la production onshore dans l'ancien système. Et ça cause déjà d'énormes dégâts. Prenons les cas, parce que chaque système contractuel a son système fiscal, son régime fiscal associé. Prenons les cas. À ce stade, Perenco-Rep n'est pas obligé de payer, par exemple, les impôts superficiels. Les impôts superficiels exigent à une entreprise qui est déjà en exploitation de payer 500 $ par kilomètre carré utilisé dans sa concession. Aujourd'hui, si on combine offshore et onshore, Perenco-Rep utilise plus de 6000 km². Utilise plus de 6000 km². Si vous essayez un peu de calculer 6000 km² avec 500 $ par mois, vous allez avoir une somme avoisinée de 35 millions de dollars par an qu'il faut que Perenco puisse payer. Donc généralement, je peux dire à ce stade, la République démocratique du Congo est en train de perdre juste par rapport à l'impôt superficiel, plus de 35 millions de dollars par an. Si on prend alors le royalty, par rapport au royalty par exemple, aujourd'hui, à ce stade, au regard de système ancien que Perenco est en train d'utiliser, système illégal à mon sens, que Perenco est en train d'utiliser, aujourd'hui, les royalties de 12,5% ne s'appliquent pas dans sa production offshore. Ça ne s'applique pas. Or, c'est aussi un manque à gagner parce que les royalties devaient s'appliquer dans la globalité de la production. Et si vous essayez de calculer le manque à gagner à ce stade, vous allez vous rendre compte que non, la République démocratique du Congo est en train de perdre aujourd'hui est en train de perdre à ces jours une somme qui avoisine 2 millions de dollars par an. Si vous essayez de faire des calculs combinés, vous verrez que chaque année, la République démocratique du Congo perd une somme avoisinée de 40 millions de dollars. Ça, c'est juste par rapport à des rubriques fiscales. Sans compter d'autres rubriques fiscales, comment est-ce que les choses doivent se faire, par exemple, à ce qui concerne la distribution de Profit Oil, Saper Profit Oil, etc. En tout cas, nous appelons le président de la République de s'intéresser de plus près sur cette question de Perenco-Rep, parce que nous devons le dire, son contrat, son 8e AVENA qu'il avait signé en 2017 entre en application ce 23 novembre 2023. Parce que son contrat qu'il avait renouvelé en 1995, qui devait prendre fin en 2003, il l'a renouvelé pour 20 ans jusqu'en 2023, ça prendra fin au mois de novembre de cette année, et nous demandons au président de la République, avant que le renouvellement puisse entrer à danse, qu'il puisse ouvrir l'œil. Pourquoi pas demander un audit de ces contrats, des activités de Perenco-Rep pour voir dans quelle mesure il faut renégocier ces avenants. D'abord, nous sommes des scientifiques. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut exploiter qu'il faut exploiter. Un scientifique repose ses décisions sur base d'une étude, sur base d'une enquête, etc., sur base de faits. On ne peut pas dire, eh ben, la République démocratique du Congo, c'est un pays potentiellement riche et commençons à exploiter, exploitons en désordre. Pas du tout. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est pourquoi nous avons demandé qu'il y ait des études. À ce stade, en dehors, par exemple, du bloc Ngazi du Congo central, qui a peut-être bénéficié des études plus avancées, en dehors de ces blocs, je peux prendre la majorité des blocs de la cuvette centrale. Aucun bloc n'a bénéficié des études très avancées pour permettre à la République démocratique du Congo de certifier ses réserves. Et c'est un danger. Nous sommes en train déjà de voir ce qu'on est en train de vivre à Mwanda avec Perenco-Rep, c'est reproduire plus tard dans toute la République. Cuvette centrale, partie ouest du Rift Est africain, etc. Et ça, on ne veut pas. On a voulu qu'il y ait des études. C'est vrai, certains blocs ont bénéficié des études techniques, géologiques, géophysiques et géochimiques,
pour essayer un peu de comprendre la structuration de couches qu'on sort. Et nous disons qu'on devrait aussi aller sur des études de rentabilité économique, des études économiques qui essaient un peu de faire aussi des anticipations sur des situations à venir. Prenons les cas par exemple. Aujourd'hui, le monde est en train d'être secoué par cette tendance des transitions énergétiques. À un certain moment, la production pétrolière, en fait, les activités pétrolières, si elles commencent aujourd'hui, cela ne veut pas dire qu'il y aura production effectivement aujourd'hui. La production peut intervenir après 10 ans, après 15 ans, au moins 10 ans ou 15 ans, au moins. Maintenant, il faudrait qu'il y ait des études qui montrent l'allure de la variation de la demande dans 15 ans et comment nous allons nous prendre face à notre production et comment nous allons faire pour que notre propre production puisse rassurer la demande interne. Par là, je suis en train directement de plaider pour la relance de la raffinerie. Aujourd'hui, on va produire juste pour exporter. Vous voyez, ce sont des problèmes réels. Et en cas s'il y avait vraiment une étude qui essayait des détails, on pouvait avoir déjà des réponses à ce genre de questions. Je pense qu'il est plus que nécessaire de faire cette étude. Et je trouve aussi que ce n'est pas tard. Le processus est lancé. Les études peuvent venir, peuvent suivre. Le ministre peut réunir les experts pour qu'ils essayent un peu de réfléchir sur les secteurs. Parce qu'à un certain moment, entre nous, ça doit être dit, le secteur pétrolier a été toujours géré par le ministère, vu qu'il n'y avait pas une contribution de la société civile auparavant. Et du coup, le ministère était souvent livré à une situation où c'était lui-même qui décidait et personne ne pouvait amener une contre-expertise. Or, les choses ont évolué. Présentement, par exemple, le SIMPAV s'intéresse sur la question pétrolière et SIMPAV apporte même des propositions. SIMPAV met en avant-place ses experts pour qu'ils essaient un peu d'apporter leurs connaissances. Et le ministre ne peut pas jouer les sourds d'oreilles en se disant qu'il n'écoute pas ces gens. Il doit s'intéresser et comprendre qu'est-ce qu'ils disent en lieu et place de peut-être de privilégier d'autres voies qui ne nous aidera pas tous. Le secteur pétrolier congolais, c'est un secteur prometteur. Nous appelons au ministre, étant le patron du secteur, d'avoir un sens d'écoute, d'écouter tout le monde.